Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Alors, cette vidéo, c'est story time. C'est-à-dire, je vais raconter une histoire. C'est également testimony time, parce que cette histoire me permettra en fait de témoigner de la grandeur de Dieu. Donc, j'avais déjà fait une première vidéo qui s'appelait Providence de Dieu, où en fait, je racontais une journée au cours de laquelle j'ai vu la providence de Dieu. Providence de Dieu, c'est quoi? C'est l'idée selon laquelle Dieu a cette sagesse suprême en fait qui lui permet de prévoir toutes choses et même de diriger toutes choses. Donc, il y a souvent des choses qui t'arrivent et puis des choses vraiment très improbables, par exemple, qui t'arrivent successivement. Un peu comme si on avait écrit peut-être ta journée. Et parfois, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ceci m'arrive, pourquoi est-ce que cela m'arrive. Mais parfois, à la fin, tu vois un truc qui t'arrive et tu comprends en fait pourquoi chaque chose devait t'arriver. De telle sorte que si telle chose spécifique ne t'arrivait pas, tu ne serais pas arrivé à un certain niveau. Donc c'est ça, et parfois c'est Dieu qui voulait t'amener à un point peut-être Z, et il t'a fait passer par A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. C'est ce même principe en fait que je vais appliquer en fait à ce projet de voyage pour la France, mon déplacement pour la France, et voilà, et dit que c'est par la grâce de Dieu et c'est par la providence de Dieu vraiment quand j'examine tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'arrive dans ces conditions ici. C'est par la grâce de Dieu que c'est arrivé. Bon, le truc aussi c'est de dire que il y a eu un ensemble de blocages et de déblocages durant toute la procédure de voyage qui m'ont permis vraiment d'être enseigné sur la foi en Dieu et sur la marche chrétienne, la marche avec Dieu. Et je veux résumer en fait ça en deux versets sur lesquels je méditais durant toute cette période et que je comprends vraiment qu'aujourd'hui que ça s'est appliqué ou bien c'est vrai. Le premier, c'est fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc occupe-toi des choses de Dieu, il s'occupera de telles choses. Et la seconde chose, c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc je fais dans cette vidéo vraiment pour que en tout point, parce que je crois qu'il y a eu deux événements majeurs qui ont été assez décisifs pour le tournant que ma vie a eu à prendre au fil du temps. Premier événement majeur, c'était ma conversion en 2014. Quand j'ai compris l'évangile, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai été sauvé. Et le second majeur, je crois que c'est celui-ci, parce que il y a eu beaucoup de grandes choses dans ma vie, mais je crois que changer de pays comme ça, là, c'est quand même une tournure assez grande que ça donne quand même à la vie de quelqu'un. Donc, et en toute chose, il est question de lui rendre gloire, c'est-à-dire de lui rendre énormément gloire pour mon témoignage. En fait, toute ma vie, autant que possible, j'essaie de faire que ce soit un témoignage. Je parle de lui, j'essaie de vivre pour lui. Et là aussi, dans cet événement-ci, je vais essayer de raconter des témoignages en fait pour dire à quel point c'est par sa grâce que ce qui est arrivé est arrivé. Bon, c'est donc un truc qui s'étend quand même sur. C'est pas une affaire d'une journée, comme j'avais fait dans Providence, première partie. C'est des années. Donc j'ai un peu essayé de. Il y a trop de choses à dire. Donc j'ai essayé de regrouper en fait les choses les plus pertinentes et dont je me suis souvenu parce que c'est quand même sur beaucoup de temps. Donc j'ai pris quelques notes ici pour que ça puisse un peu être cohérent. Et voilà. Tout commence donc. Je commence en fait en 2000. Très loin en 2012. Je suis en première année. J'ai eu le bac, je suis en première année en Wekele. Je vais seulement relever l'élément intéressant, hein. Ça va être long. 2012, en fait, j'ai mon bac et j'entre à l'université, première année. Et là, j'entre également à la chorale. À la chorale, donc je rencontre des personnes et je rencontre une personne qui va plus tard avoir un rôle très important. Donc là, c'était bon pour 2012. Alors en 2019, on se dans le futur. Voilà, je suis étudiant, cette fois-ci puis à l'université. Bon, à l'université, mais maintenant en fac de médecine, je suis en sixième année. Je fais mon dernier stage, vraiment mon dernier stage de l'année parce que, et même de la formation, parce qu'après ça, je n'ai plus jamais fait de stage. Non seulement le dernier stage, mais également la dernière garde. Donc, je n'ai pu garder vraiment après ça, durant toute ma formation. Et durant cette garde, je suis au CHU de Yaoundé et on vole mon sac. Et je me suis posé la question. Et bon, en volant mon sac, en fait, le problème, c'est que quand on a volé ma carte nationale d'identité avec, et ce qui va me causer beaucoup de problèmes par la suite, comme on va le comprendre. Et donc, première chose, en fait, très improbable, parce que je m'étais vraiment dit,
pourquoi est-ce que, c'est-à-dire comment est-ce que je n'aurais pas gardé ce soir en fait et j'aurais toujours eu ma scène et beaucoup de choses ne seraient pas arrivées par la suite. Je n'ai pas compris certaines choses par la suite quoi. Mais voilà, première chose, on vole donc mon sac et ma CNI et le Cameroun comme il est, comme c'est qu'il est, c'est très compliqué en fait d'avoir une CNI. Donc quand on te vole ta CNI vraiment, ta carte nationale, ça devient très compliqué par la suite, comme on va le comprendre. Bon, après ça, ok, on va une année plus loin, septième année, nous sommes en 2020. Voilà, et là je suis en thèse. Donc, durant ma thèse, il y a encore un truc assez improbable qui m'arrive, c'est que ma carte se perd en 2019, donc je refais une autre carte. Elle perd, le temps ne sort pas. Et après un an, donc en 2019, je suis en train de faire mon stage, ma thèse, pardon. Et vraiment, sur un patient avec qui je discutais, avec un autre médecin, bon, je parlais avec un médecin devant un patient, n'est-ce pas? Et là, le médecin lui faisait l'échographie et on discutait l'échographie cardiaque. Et là, je soulève comme ça que, bon, entre temps, j'ai sorti du commissariat aujourd'hui, docteur, et puis ma CNI n'est toujours pas sortie. Lui dit que lui aussi, vraiment, l'affaire de CNI, là, lui aussi, ça, il attend que la sienne sorte. Et puis, il savait que le patient en question travaillait à la DGSN ou avait travaillé à la DGSN. Donc, du coup, il nous dit que, ah, je vais essayer de vous aider. C'est quoi vos noms pour essayer de comprendre où nous en sommes. Mais bref, c'est comme ça que je comprends donc pourquoi ma carte ne sort pas. Il m'explique en fait le problème et il me demande, il me dit la procédure à suivre pour que ça sorte. Mais toujours aussi que nous sommes il y a un an, je n'ai toujours pas de CNI. Du coup, il faut rédiger une requête et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, en 2020, l'autre événement intéressant qui se passe, pour dire que je n'ai toujours pas de carte nationale déjà un an après, c'est mon baptême. Voilà. J'ai suis converti en 2014, mais c'est en 2020 que je me baptise. Donc, ce qui se passe donc, c'est j'avais été baptisé avant ma conversion en fait, en 2000, je crois, 11, à l'église protestante. Mais sauf que je n'avais pas compris l'évangile, je n'étais pas converti en fait en me baptisant. Donc en 2014, donc, quand je comprends l'évangile et que je reçois vraiment le Seigneur, je nais de nouveau. Quand j'entre dans la parole de Dieu, je la lis, je comprends en fait la notion de baptême et puis je comprends qu'en fait le baptême se fait vraiment après la conversion. Le baptême est valide vraiment quand tu as cru. Si c'est que tu n'as pas cru, tu te fais baptiser, c'est pas vraiment valide. Parce que dans la Bible, on se baptisait et puis on croyait. On croyait et puis on se baptisait, pardon. Je me dis donc, ok, il faut que je me baptise. Mais là, un concours de circonstances a fait que, bon, déjà, je ne suis pas à l'église protestante en 2020. Mais bon, avant ça, en fait, je ne suis pas d'accord avec le baptême protestant qui est par aspersion et avec d'autres choses de l'église protestante qui font que je ne suis pas à l'aise à l'idée de partir à me faire baptiser de la manière non biblique. Donc je cherche en fait comment me faire baptiser entre temps, mais je ne trouve pas. Et puis un temps, j'ai laissé tomber cette question. Mais cette période de 2019-2020, j'y repensais. Mais bon, je n'avais pas forcément qui devait me baptiser et tout. Donc en 2020, donc, j'ai donc une connaissance que j'ai connue donc à la chorale en 2012, n'est-ce pas, qui est en Allemagne. Et un jour, donc, moi, je trouve dans ma vie de tous les jours, je partage la parole comme j'essaie de partager. Je lui ai envoyé un test en fait sur l'évangélisation, comment c'est important et tout. Et c'était le test de Matthieu 28 et de Marc 16 qui parle de l'envoi de disciples à prêcher l'évangile. Et là, il me fait la remarque que en fait, parce qu'on cause souvent et puis c'est que je ne dois baptiser. Donc il me dit, c'est très bien beau, mais entre-temps, est-ce que ça ne me fait pas bizarre de ne pas être baptisé, mais de partager un test qui parle de prêcher l'évangile et de baptiser? Il dit, c'est vrai, mais toi, tu sais, est-ce que tu as quelqu'un me proposer qui pourrait me baptiser, en fait, un frère et tout? Il me dit, oui, il connaît quelqu'un. Et donc, il m'envoie chez quelqu'un au Cameroun, une connaissance à lui. J'estime être un frère, je vais la personne me baptise, et je me rends compte après même que c'était un pasteur. Mais, anyway, autre élément important, ce gars de 2012 que j'ai rencontré, en 2020, il me fait rencontrer quelqu'un qui me fait me baptiser. Par la suite, en 2020, fin 2020, je sors mon album Philadelphie en octobre, vers la fin d'année. Et celui qui m'a baptisé, le pasteur, en fait, écoute l'album, ça lui plaît et tout, et il partage aussi. Il partage ça dans un groupe où il y a d'autres fidèles à lui, d'autres connaissances, et une personne, justement là-bas, écoute et va, commence à suivre et tout, et tout, et tout, et tout. Plus tard, un jour, quand je suis avec le pasteur, on est en train de discuter, parce que de temps en temps, je passais le voir, on discutait. La personne, en fait, une personne, en fait, qui avait suivi la musique, en fait, nous appelle. Bon, appelle le pasteur, et le pasteur dit donc qu'entre-temps, Ivan, que tu as suivi, en fait, dont tu as suivi les musiques en fait et tout, et avec moi, est-ce que tu veux causer avec lui? Du coup, j'entre en contact avec le frère en question. Le frère en question, il vit en France.
Et donc, on cause, donc on entre en contact, quoi. Et ça s'arrête là pour l'instant. Voilà, entre-temps, donc, j'arrive au voyage à la France et tout ça. Mais ce sont des éléments, en fait, qui devaient arriver pour que je sois où je suis aujourd'hui. Plus tard, donc, en août 2020, je soutiens donc, et puis là, sur le plan professionnel, il faut avancer. Je dois faire les dossiers, en fait, pour mon dossier, pour avoir mon diplôme de docteur plus tard. J'ai eu certaines difficultés à ce moment parce que je n'avais pas de CNI. Mais finalement, j'ai quand même réussi à déposer mes dossiers et avoir mon diplôme de mon doctorat plus tard. Bon, là donc, j'ai soutenu, j'ai fini la formation médicale et donc là maintenant, je commence à penser à l'avenir et tout et tout et tout. C'est vrai qu'au fond de moi, il y avait toujours cette idée, c'est que je devrais peut-être partir continuer mes études à l'étranger après. Mais quand j'ai compris la réalité en fait pour continuer la médecine à l'étranger, c'était un peu difficile. C'était une idée qui était de moins en moins au premier plan. J'étais plus en mode, je vais voir comment. Bref, j'étais un peu dubitatif entre vraiment continuer au pays et les opportunités à l'étranger et tout, mais c'était un truc qui était à l'esprit quand même. Et je pense qu'en fin d'année, j'ai eu une opportunité de partir continuer, peut-être pas forcément directement en médecine, mais une opportunité de partir continuer et plus tard peut-être en médecine aussi. Mais à cet instant-là, en fait, je n'avais pas la paix par rapport à ça. Je comprends plus tard que je n'étais pas prêt en fait. C'est le moment où j'avais même fait une prière et tout. Je ne sentais pas le truc, mais j'avais même essayé de forcer vraiment. Bon, pas de forcer, c'était pour dire quoi. J'avais essayé de commencer les démarches. Mais j'ai été bloqué parce que la première étape, c'était qu'il fallait que je me relevé de notes déjà de toute la formation. Et il y avait un certain délai pour déposer la candidature dans l'école en question ici en France. Et ce qui a fait que, en fin de compte, ça m'a même bloqué. C'est-à-dire, je sentais qu'il ne fallait pas que je le fasse cette année, mais même en essayant, ça a bloqué du bon dans tous les cas. Anyway, je vais donc travailler cette année-ci. Moi, je vais rester au pays et voir comment m'en sortir. Et puis, il y avait tout ce côté de, dans tous les cas, on m'intégrer à la fonction publique et puis je vais travailler, quoi. Donc, et j'ai fait mes 2 ans, je repars en spécialisation au Cameroun. Bon, plus tard, ça c'est pour 2020. 2021, donc je commence à travailler en janvier dans une clinique. Et puis, l'autre chose sur le plan spirituel, c'est que je suis de plus en plus investi parce qu'en tant qu'étudiant, c'était parfois un peu serré de gérer la vie d'évangélisation, la vie chrétienne, quoi. Même comme j'essayais tant bien que mal. Mais là, depuis la 7e année déjà, j'avais assez de temps durant la thèse, donc j'étais de plus en plus investi sur le plan spirituel. Et quand je travaille encore, j'ai encore plus de temps. Donc je m'investis de plus en plus dans la vie d'évangélisation et tout, et tout, et tout. Et je me rappelle un jour, justement, je prêche à une fille qui me dit, bon, je vais revenir sur ça plus tard. Mais là, la question d'intégration est toujours en suspens, mais sauf qu'avec le temps, ça devient de moins en moins probable. Donc le temps ne fait qu'avancer et c'est du genre, on ne va pas nous intégrer en fait. Et du coup, ça fait donc que la question de quitter le pays devient aussi plus importante. Donc c'était là en fond de tête comme ça. J'avais dit, pas cette année-ci, mais là je me dis vraiment, l'année, bon pas 2020 quoi. Mais là je me dis vraiment, il faudrait qu'en 2021, je vois comment essayer d'avancer et tout. C'est donc comme ça que voilà, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et puis finalement, je dépose ma candidature en avril dans l'université ici en France. Et voilà, je dépose en avril et puis je confie le projet à l'Éternel, tout, voilà. Et je voulais faire ça en 2020. Tu n'as pas permis et tout, et tout, et tout. Il fallait que je finisse de faire certaines choses. Même sur le plan administratif, je devais finir certaines choses concernant ma thèse, par exemple. Donc, vraiment, quitter à ce moment-là n'aurait pas été la meilleure chose. Mais là, c'est déjà, ok, Seigneur, voilà, ça fait, je vais travailler l'année-ci, mais en fin d'année, il faudrait que je quitte. Je lui remets, ok, voici ma candidature, j'ai ça là-bas, j'ai mon dossier. Et plus tard, donc, je crois que c'est en avril que j'ai déposé, avril-juin. Et en fin juillet, donc, je reçois ma réponse. Que c'est bon. Et comment je la reçois? Un soir, je suis avec les frères, parce que généralement, je me retrouve avec les frères, on partageait. Et un soir, je suis avec les frères. On a un frère, en fait, qui a fait le BTS. Voilà, on était en prière pour lui et tout, et tout, et tout. Et un vendredi soir, donc, comme c'est le vendredi qu'on était ensemble, on l'appelle, pendant qu'on partage vraiment, comme ça, sur la parole, on l'appelle pour lui dire, il a eu le BTS. On commence à dire, ouais, gloire à Dieu, on est content, on prie, on est content. Et là, ça me rappelle que mine de rien, j'attends depuis ma réponse. Mon sort, c'est comment alors? Et donc le soir, là, je rentre donc, je dis, Seigneur, on fait comment par rapport à mon dossier, à moi et tout, et tout, et tout. Je prie par rapport à ça la nuit là. Et la nuit là, je rêve vraiment que on m'a appelé, que
Bref, on m'a envoyé le mail que j'ai été reçu et tout, et tout, et tout. Je me réveille et dis que, ah, vraiment, comme on dit dans le proverbe, les songes sont le fruit de nos occupations, de nos préoccupations, tout comme ça. Là, il dit que ça, c'était un rêve. J'ouvre ma parole, je commence à méditer tranquillement. Et non, je pense plutôt que j'ai dit comme ça, mais j'ai quand même activé la connexion pour voir si j'ai reçu des mails, quoi. Et je vois là, j'ai reçu un mail. J'ai dit que l'a fait ici. J'ouvre ma boîte email, je vois là-bas, candidature, machin, tout. Qui dit que, ah, j'ouvre, félicitations, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été reçu, tout. Je n'arrive pas à croire et dire que, ah, l'a fait ici, c'est vraiment vrai. Je relis encore et comprends que, bon, ok, j'ai été accepté, non. J'ai pris, rends gloire à Dieu, tout. Donc, je me disais que voilà, c'est bon, je vais partir. Mais j'étais dans le mode de que c'était le début, en fait, du vrai stress, le début des problèmes, en fait, le début de la formation psychologique. Oh, il y a eu beaucoup de choses, mais je pense que les grands points, moi, je me rappelle, c'est le point concernant la CNI et le passeport, et le point concernant, donc, Campus France et le visa. Ok, concernant le passeport et la CNI, je me rends compte que, ok, là, il faut que je parte en France. Si je n'ai pas encore le passeport, il faut que je fasse le passeport. Or, on ne fait pas le passeport sans carte nationale d'identité. Et là, ça me revient encore que voici cette affaire de carte d'identité depuis la 6e année, là, comme ça, là, que ça me suit jusqu'au bout. Je n'ai toujours pas de carte d'identité. Et là, je commence donc à m'agiter. Je pars voir un commissaire au quartier la police et tout. Je lui pose le problème qu'est-ce qu'il peut essayer de voir comment peut-être accélérer. Je sais pas trop quoi, s'il y a un moyen de m'aider pour que ma carte puisse sortir. Et là, le problème, c'est que il y avait des délais en fait que j'avais. Je devais, voilà. Premier problème, c'est que quand j'ai ma réponse en fait de l'université, je suis pas au courant. Bon, laissons d'abord. Ok, oui, le passeport, la CNI. En fait, je dois avoir mon passeport, mais pour le passeport, il faut que j'ai la carte nationale d'identité en fait. Et j'ai des délais sur le plan académique que je vais peut-être expliquer après, mais qui font qu'il faut que j'ai rapidement ma CNI. Je n'ai pas, j'ai un truc comme 2 3 semaines pour l'avoir. C'est ce que je pense en fait. Je vais donc voir le commissaire et il me dit, il va gérer, il va gérer. Et puis, je lui donne 1 ou 2 semaines, il va me faire avoir ma carte et tout. De 1 à 2 semaines passent, si je vois que ça ne va pas et tout, les délais ne font qu'avancer, je commence à me dire, et à chaque fois c'est du genre, si je ne réussis pas à résoudre le problème, si je vais oublier une fois le fait de partir en France là, parce que je ne pourrais pas partir sans telle chose. En l'occurrence là, le passeport. Mais là, en fait, je suis en mode fatigué, non, je ne sais plus trop. Et puis, je continue, moi, entre-temps, comme étant en train de dire, le principe de faire de l'éternité de liste, il te noie sur ton cœur désir. Entre-temps, je continuais à travailler et puis je partais tout moi prêcher l'évangile comme je pouvais, je fais mes choses, je chante, je partage, je mets de la parole sur YouTube et tout ça. Donc, je continue à faire ça. Et je pense donc qu'un jour, en étant avec les frères, on priait en fait par rapport à ça. On se disait, Seigneur, vraiment, ferai un chemin ici parce que là, si je n'ai pas de passeport, j'oublie tout le projet ici. Et je me rappelle, on avait prié comme ça là, un dimanche. La semaine donc, j'étais avec 2 sœurs, on prêchait l'évangile. Et l'une des sœurs venait de Douala. Elle me dit donc qu'elle a vu une autre comme ça en passant aussi, où on dit que c'est le commissaire à l'immigration qui vient de signer qu'on peut faire dorénavant les cartes avec les récépissés. Les passeports sans carte nationale, mais avec les récépissés quoi. Et en passant aussi, l'autre truc qui m'a marqué, c'est que c'est en 2021, quelques mois, donc on parle des affaires de juillet vraiment, juin, juillet, quand j'ai ma réponse, qu'au Cameroun, en fait, les nouveaux passeports, en fait, commencent à être faits, quoi. Parce que dans l'ancien système, c'était carrément impossible de faire la carte sans récépissé, de faire le passeport sans carte nationale. Mais là, donc, avec le nouveau système, le nouveau passeport, donc, jusque-là, c'était impossible. Mais sauf que, justement, le dimanche, on a prié comme ça. Je me rappelle le mardi, là, donc, c'est là que la soeur me dit, c'est comme si nous était sorti disant que on peut maintenant faire le passeport avec le récépissé, donc sans carte nationale. Et quand elle me dit ça comme ça, je n'arrive pas vraiment à réaliser que ça puisse être vraiment ce qu'elle est en train de dire. Je me suis dit, peut-être c'est un truc concernant spécifiquement droit là, qui les concerne et tout. Je laisse tomber, on continue à prêcher l'évangile et tout, on rentre. Et quand je rentre, donc, ma soeur me dit que, mais mon père a vu à la télé au journal qu'apparemment c'est maintenant possible de faire le truc sans carte. Est-ce qu'ils sont au courant? J'ai dit que la fait si il faut qu'il m'intéresse davantage à ça. Et je me rends compte qu'en fait c'est vrai, c'est du genre, la note venait de sortir. Et que la note est sortie cette semaine, la semaine là, ça veut dire que on a prié dimanche, la note est sortie, un truc comme lundi ou mardi comme ça là. J'ai dit waouh, ok, je vais donc faire mon passeport. Et le passeport sort vraiment, genre en un jour mon passeport est sorti. J'ai dit waouh, on l'a fait si. Mais par contre, le truc, c'est que
comme j'ai pris le temps en fait pour gérer d'abord la question de passeport, je me suis pas intéressé aux procédures qu'il fallait faire pour mon voyage même. Et là, quand je reviens maintenant sur le plan académique, parlons maintenant de Campus France et du visa. Campus France est un détachement de l'ambassade de France en fait qui s'occupe de tout ce qui est académique. Donc si tu veux partir continuer des études généralement supérieures en France, tu dois absolument passer par Campus France qui doit te donner une sorte d'approbation pour que tu partes à l'ambassade de faire ta demande de visa avec. Et là, je comprends donc qu'en fait, il faut donc que mon université me donne une lettre d'admission, un document qui prouve que je suis admis pour partir en fait à Campus France et pour avoir un entretien à Campus France à l'issue duquel j'aurai un document pour ajouter à ma demande de visa. Le problème c'est qu'il faut donc écrire à l'université en fait pour qu'ils m'envoient cette lettre là. Sauf que comme je gérais d'abord le passeport, mon université était partie en congé en fait en début du mois d'août. Donc, c'est en fin juin que je reçois mon admission et c'est en mi-août en fait, je crois le 18 août que je reçois mon passeport. Donc là, quand je fais la demande en fait pour avoir cette lettre, l'université en congé revient le 23 août. Donc j'attends. Quand il rentre des congés, ils ont tellement eu de requêtes entre temps que le temps de répondre à chaque requête, moi je reçois ma lettre le 31 août. Le problème c'est que Campus France a arrêté en fait de recevoir les candidatures ou bien les rendez-vous, tout ça pour 2000. En fait, ils fermaient en fait, disons qu'ils fermaient le 30 août. Donc le 31 août, je reçois ma réponse. Et quand j'appelle pour dire je veux un rendez-vous pour l'entretien en question, on me dit on ne reçoit plus, tu vas sûrement reposer l'année prochaine. Une fois de plus encore, je me dis ok, donc le projet c'est fini comme ça. C'était bon pour moi. Je rentre encore en prière et tout. Et puis je finis de prier comme ça, le week-end passe. Le lundi ou le mardi, je crois, je vais au siège du Campus France essayer de voir s'il n'y a pas un truc et tout. J'arrive là-bas qu'une note vient de sortir que toutes les candidatures sont arrêtées, on ne prend plus. Mais il y a une dérogation spéciale qui est sortie pour les masters en montant. Et moi, j'ai fait une candidature pour un master 1. Donc les gens ont dit que waouh Seigneur, voilà que je peux. En fait, je suis toujours dans la course. Du coup, je redemande un rendez-vous et tout. Je m'inscris sur une liste. Moi, c'est vrai que j'ai perdu un temps parce que je me suis inscrit sur une liste où on devait m'appeler. On ne m'a pas finalement appelé. J'ai dû réappeler pour qu'on me programme. Mais bref, c'est comme ça que finalement, j'ai réussi à avoir un rendez-vous Campus France. Il y a encore un truc maintenant qui se passe lors du rendez-vous. Le rendez-vous se faisait par Skype. Il était très strict avec les rendez-vous là parce que, il y a trop de détails. Hein. J'avais un problème parce que ma rentrée était en fin septembre. Et donc, il fallait que mon rendez-vous soit de telle sorte que je puisse faire le rendez-vous, faire la demande de visa et partir, en fait, finir tout jusqu'à partir en France avant ma rentrée. Mais quand j'ai vu les choses, j'ai vu qu'en fait, je ne pourrais pas faire ça. Du coup, j'ai demandé une dérogation pour arriver en fin octobre. Toujours est-il que pour Campus France, il aurait fallu que... mais bon, laissons ce détail-là. Mais disons que voilà, j'ai mon entretien en Campus France le 15 septembre, le 14 septembre. Et le rendez-vous, c'est déjà, il faut que tu sois connecté sur Skype à temps, dans les bonnes conditions de connexion, tout ça, tout. Moi, je n'ai pratiquement pas utilisé Skype souvent, donc je ne connais pas comment Skype fonctionne. Donc, je télécharge Skype, j'installe et tout. Moi, je suis prêt le jour du rendez-vous. Sauf que sur Skype, en fait, pour que tu sois connecté, il faut que tu sois il faut que tu sois en fait sur l'application. Ou bien que la fenêtre de Skype soit ouverte. Moi, j'avais mis Skype sur mon téléphone déjà. Et donc, du coup, le téléphone est parti en veille. Je me disais qu'il devait m'appeler. Comme un appel, le téléphone va s'allumer et tout. Donc, j'avais rendez-vous à 10h30. Et entre-temps, donc, j'étais en train de regarder les prédications, moi, sur l'ordinateur, en attendant qu'on m'appelle. Et 10h30 passe, on m'appelle par 11h, 12h. Je me dis, hey. Et comme je sais qu'ils vont en pause à 12h pour revenir à 14h. C'est ça, oui, 12h, 14h, un truc comme ça. Là, j'attends. 14h arrive, 15h, je me dis là, ça devient chaud. Je les appelle. En fait, et puis, je me rends donc compte que, en fait, je n'étais pas connecté. Parce que j'avais ouvert Skype sur le téléphone. Et après, j'ai ouvert Skype avec le compte de ma petite soeur sur l'ordinateur pour essayer de voir à quoi ça ressemble, si je suis connecté, quoi. Je vois donc qu'en fait, on ne voit pas que je suis connecté. Et pourtant, moi, j'étais dans Skype, mais le téléphone était éteint. Du coup, j'étais hors ligne. Et je commence à me dire, ah, peut-être ils ont vu que j'étais hors ligne. Et du coup, ils m'ont annulé, quoi. Et là, ça va être chaud pour avoir encore notre rendez-vous. Et dans les délais. Et tout. Mon cœur commence à battre. Bon, j'essaie quand même d'appeler pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais à peine je vais lancer l'appel, mais ce sont eux qui m'appellent pour me dire que quoi.
ils me disent que durant toute la journée, en fait, leur site ne fonctionnait pas. Du coup, ils n'ont pas fait des rendez-vous. Du coup, mon rendez-vous est reporté. Donc, je me rends compte qu'en fait, heureusement, ils m'ont même pas essayé de m'appeler, de voir si j'étais connecté ou pas. Ils disent, moi, Seigneur, gloire à Dieu, merci. Du coup, le lendemain, on a reporté mon rendez-vous au lendemain. Et là, le lendemain était prêt, quoi. J'étais vraiment sur l'application, téléphone allumé, tout prêt. C'est donc comme ça que j'ai le rendez-vous et finalement, tout se passe bien. Je vais laisser les détails de logement qu'il y a eu à côté parce qu'après, il fallait que j'ai un logement. Parce qu'après, il faut maintenant compléter la demande pour le visa. Et pour ça, il faut que tu aies un logement déjà prêt en France et tout. J'ai eu des complications à ce niveau-là que je vais laisser les détails de ça. Mais en gros, disons que j'ai perdu un mois de logement. C'est-à-dire que j'ai payé un logement et je suis entré en fin d'octobre. En gros, voilà ce qui s'est passé concernant le logement. Mais anyway, c'était assez cher en passant. Bon, à partir de là, donc, voilà, voilà, l'autre problème qu'il y a eu, ça concerne le rendez-vous où j'ai encore agi. Rendez-vous à l'ambassade. Pour prendre le rendez-vous à l'ambassade, c'est très compliqué. C'est franchement compliqué. Mon rendez-vous, moi, par exemple, je l'avais, il était le 22 septembre. Et pourtant, je l'ai obtenu en août. Et en août, quand je demandais sur le septembre, il n'y avait plus de date disponible à part le 22 septembre. Donc, en fait, c'est difficile d'avoir des horaires, en fait, libres. Et le 22 septembre, en fait, je n'étais pas encore prêt. Parce qu'en plus, on n'avait pas fini avec moi. Du coup, j'ai renvoyé mon rendez-vous. Mais la date qui était plus proche était loin au 13 octobre. Or, ma dérogation pour arriver en France, c'était le 30 octobre. Donc, je me rapprochais de plus en plus de la fin de mon délai pour arriver en France. Ce délai-là passait par contre pour arriver en France. Je n'aurais même pas pu arriver pour m'inscrire et tout ça. Quoique, heureusement, quand même, c'était possible de s'inscrire totalement en ligne. Donc, j'étais totalement inscrit. Mais il fallait toujours que j'arrive sur le territoire français avant le 30 octobre. Donc là, donc, je renvoie mon rendez-vous le 13 octobre à l'ambassade. Du coup, c'est peut-être vers le 20, le 27, 28, comme ça, là, que quand plus on s'est fini avec moi, il me donne mon dossier, le dossier qu'il me faut. Bref, c'est là que je suis prêt pour déposer à l'ambassade. Mais là, le 22, le 13 octobre, il est loin. En fait, il est loin pour aller faire rendez-vous à l'ambassade. Parce que entre ton rendez-vous à l'ambassade et la délivrance de ton visa, tu peux attendre près de 2 semaines encore. Donc, ça devait me faire que trop limite pour le 30 octobre pour pouvoir préparer le voyager, tout ça. Là, je commence à me dire, Seigneur, il faut que je réussisse à avoir un rendez-vous avant le 13 octobre. Là, je ne sais pas comment, mais tu vas gérer. Je me mets toujours en prière. Et c'est là que je disais qu'en fait, j'ai appris vraiment à dépendre de Dieu et à voir comment le Seigneur agit durant toutes ces procédures. Parce que j'ai mis en prière, moi j'ai dit à Dieu que vraiment, moi je veux que autour du 7-8 comme ça, là, vraiment, je puisse avoir un rendez-vous. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais Seigneur, je veux que ce soit possible. Et un jour, je sors de chez moi, un truc comme je crois que c'était un lundi, je sais plus trop. Quand je sors de chez moi, je voulais sortir, un truc me dit reste encore à la maison, tourne un peu là. Et heureusement, parce que quand moi je sors, mes données ne sont jamais activées, Internet. À la maison, donc, j'ai le Wi-Fi, et donc, il y a un gars qui m'envoie le message et me dit, il y a un groupe en fait où beaucoup de personnes qui font les procédures en fait sont là et essaient un peu de partager les informations et tout. Il y a un gars dans le groupe en question qui dit, il veut en fait switcher, il veut faire un switch de date. Donc, si lui, là, il avait un truc comme je crois, le 7 octobre, je crois, oui. Il avait le 7 octobre qui était son rendez-vous, mais il ne serait pas prêt pour le 7 octobre. Du coup, il a dit si quelqu'un veut switcher, on switch. Et donc, j'ai accepté. Donc, il m'a donné son 7 octobre. Il a pris mon 13 octobre. Et du coup, comme par miracle, mon rendez-vous se rapproche. J'ai encore que, waouh, le Seigneur, il est vivant. C'est qui a donc permis que les choses, ça m'a facilité les choses. J'ai eu mon rendez-vous plus rapidement à l'ambassade. Et après 1 à 2 semaines, j'ai eu mon visa. Aussi, c'était aussi un autre stress, mais bon, finalement, j'ai eu le visa. Et voilà, il était maintenant question de voyager, d'arriver en France. Ce n'est pas encore fini. J'arrive donc en France. Vous vous rappelez de 2012, j'ai rencontré quelqu'un qui plus tard, en 2020, me fait rencontrer un pasteur. Que le pasteur me fait rencontrer quelqu'un qui habite en France, n'est-ce pas? J'arrive donc en France. J'ai dit à la personne là que, mine de rien, je suis en France. Juste pour l'informer, comme ça, en passant. Il savait que son lieu de travail est vraiment à côté de chez moi. Il lui donne mon adresse, non. Il me dit, tu es où? Il donne mon adresse. Il est pratiquement à côté de chez moi. Dans le même jour qu'elle lui a dit, il est arrivé chez moi. Et c'est comme ça qu'on se voit en face, qu'on fait connaissance et tout. Très sympathique. Il était une grosse bénédiction pour moi. Je vais encore y parler les détails. Mais l'un des points qui m'a marqué, c'est que j'avais donc payé mon loyer
depuis le 1er octobre, je suis arrivé le 26 octobre et j'ai pratiquement perdu un mois. Et ma prochaine échéance pour payer, c'était le 5 novembre en fait. Donc, j'ai pratiquement fait une semaine, il fallait encore que je paye le loyer. Maintenant, mon compte, en fait, n'est-ce pas, où mon argent était stocké et d'où je devais tirer l'argent chaque mois, d'où je dois tirer l'argent chaque mois pour vivre ici en France avec. Je ne pouvais pas encore passer parce qu'il y a des procédures. Je dois d'abord ouvrir un compte en banque ici en France avant que le virement commence. Il y a des délais, tout. Mais bref, je n'aurais pas pu avoir l'argent pour payer mon loyer le 5 novembre. Et donc, voilà donc où la connaissance, là, m'a encore aidé le frère en France. Le frère en France m'a il m'a prêté 615, 600, c'est 600 combien? 650 euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 650 euros comme ça, il m'a prêté. J'ai donc pu payer mon premier loyer et puis je vais le remettre plus tard. Et donc pour exprimer en fait à quel point ça a été un gros soulagement parce que mes parents ont beaucoup en fait. C'était chaud sur le plan familial. Donc même à la fin mon père me disait seulement que bon, on a géré la caution. Je crois que les choses comme j'ai payé pour les choses comme quoi. Je crois que j'ai payé pour mon visa. J'ai payé pour je ne sais plus trop quoi. Ouais, il y a des choses que le père m'avait dit que bon, tu vas gérer le reste et c'est moi qui ai fait ma part. Donc pour dire que sur le plan financier, il n'était plus trop question de partir d'un coup par que gérer ça quoi. Donc du coup là, c'était vraiment une grâce d'avoir le frère en fait qui a pourvu en fait pour que je puisse payer le premier loyer comme ça. Et puis il m'a aidé sur d'autres plans entre temps. Donc pour dire que même mon accueil en fait en France, c'est comme un ange que le Seigneur en fait a mis en fait pour me recevoir et pour me faire ne pas trop stresser au départ. Et même après on cause ensemble, on va faire des choses ensemble. On a eu à faire des choses ensemble dans la foi et je pense qu'on va encore faire des choses ensemble dans la foi. Donc je pense même que sur le plan spirituel, c'est comme un petit repère que le Seigneur m'a en fait permis d'avoir pour pouvoir continuer en fait à le servir d'une certaine façon. Et donc c'est donc quand je fais le bilan de ça que je vois en fait la providence de Dieu en fait. Comment depuis le départ, il a bien voulu que je sois là. Et je repense aussi au fait que si j'avais eu ma CNI et j'avais postulé la première année, non, je veux dire, si j'avais postulé la première année, quand j'ai eu à l'idée de partir en France, je n'aurais pas pu arriver en France parce que je n'aurais pas pu avoir mon passeport sans ma CNI. Et quand j'ai lu la brochure de l'université, en fait, ils expliquent que tes meilleures chances pour être accepté, c'est quand tu fais ta première demande. Donc j'aurais donc fait ma première demande, j'aurais peut-être été accepté, mais par manque de passeport, je n'aurais pas voyagé. Et peut-être en refaisant une seconde demande plus tard, j'aurais été refusé. Donc tellement de trucs, quand je vois en fait les différents trucs où j'ai eu des blocages, je comprends qu'il fallait que ce soit l'année-ci vraiment. Même le frère en question, vraiment, quand il me raconte ce papier, il est passé, le frère qui m'aide ici, je comprends que si j'étais venu avant, il n'aurait pas pu m'aider comme il m'a aidé cette année spécifiquement, parce que lui-même, le Seigneur a fait des choses dans sa vie, jusqu'à récemment aussi. Donc pour dire que tant de choses m'ont fait comprendre vraiment la providence, la main de Dieu dans tout ça. Et il faut toujours compter sur Dieu, il peut tout faire. C'est le Dieu des miracles. Donc, on a donc s'atteler en fait à juste faire ses œuvres. Je reviens sur faire de l'éternel tes délices, tu n'auras ce que ton cœur désire. Parce que dans tout ça, moi, j'étais toujours dans ma prédication de l'évangile, le partage et tout. Et quand c'était chaud, je priais que le Seigneur gère l'aspect-ci. C'est vrai que c'est pas facile, il y avait beaucoup de pression, de stress, mais en fin de compte, il savait en fait comment m'apaiser et puis les choses avançaient toujours. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu partager vraiment ce gros changement-ci. Pour dire que, ou bien ce que je veux aussi dire en fin de compte, c'est que quoi? Le tout, si peut-être tu écoutes ça, je te dis, waouh, Dieu là vraiment. Donc quand tu le sais, c'est comme ça qu'il te bénit, ta vie avance toujours. C'est pas vraiment le message qu'il veut faire passer. Le message qu'il veut faire passer, c'est que la chose la plus importante pour moi qui me fait être en paix, c'est que je sais en fait que le créateur du monde en fait est de mon côté. Mais ce n'est pas que je sais que j'aurai toujours ce dont j'ai besoin. Mais je sais que le créateur du monde est de mon côté. Le fait est que c'est souvent après que tu peux comprendre en fait le bien fondé dans tout ce qui t'est arrivé. Donc, parfois, il faut simplement te dire, si je suis avec Dieu, ça va, quel que soit ce qui m'arrive, pour pouvoir traverser certaines difficultés. Sinon, tu peux souvent laisser tomber, ou alors même abandonner Dieu en fait, parce que les choses ne vont pas comme tu veux sur le champ. Donc, c'est vraiment souvent après longtemps que tu peux voir que non, c'est Dieu qui travaille en toi. Et avec le temps, ça devient une expérience qui fait que tu apprends à simplement lui faire confiance, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer. Donc, le truc, c'est de dire que quoi, ma paix et ma tranquillité viennent du fait que je sais en fait que j'ai été sauvé. Je sais en fait que même si je meurs aujourd'hui, ma place sera auprès du Seigneur. Voilà en fait d'où vient ma paix. Et voilà en fait où je veux plus
Hein. S'il faut que tu reçoives, tu tires un truc de plus de mon partage, c'est ça, c'est est-ce que tu es en fait sauvé, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Parce que c'est le plus important en fin de compte. Je ne sais pas, rien ne dit même que comme je suis venu ici, là, les choses vont être, la vie va être belle pour moi, rien ne dit ça du tout. Mais ce qui me fait être en paix, qui me rend joyeux et qui me donne du courage, c'est de me dire que Dieu est de mon côté. Donc, si donc il arrive que, voilà, sur le plan professionnel, je puisse m'épanouir et exceller ici, c'est même plus en fait. Mais pour moi, la plus grande bénédiction en fait, c'est ce salut-là en fait que j'ai eu justement quand j'entre en faculté de médecine en 2014. C'est-à-dire en 2012, j'entre à la Cora, je rencontre le gars qui va plus tard m'aider à rencontrer un pasteur. Et je voulais partir à l'étranger en 2012 en réalité. J'avais demandé une bourse et tout et tout et tout. On m'avait refusé. J'étais un peu frustré et tout et tout et tout. Mais finalement, ça a permis que je puisse rester et me convertir en 2014. Et ça a été la meilleure chose qui me sont arrivées. Et tout ce qui se passe par la suite, ce n'est que voilà les petites cerises sur le gâteau. Donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore ajouter ici? Oui, la notion de calcul. Voilà. Si en 2014, justement, je me suis converti, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que je ne calculais pas à quel point je devais obtenir tout ce que j'ai pu obtenir par la suite, quoi. J'étais déjà en faculté de médecine. Parce que, voilà, en 2014, je suis en première année, je suis déjà en faculté de médecine. Donc, je ne peux pas vraiment dire que je viens à Dieu parce que j'estime vraiment que il va me bénir, il va me faire avoir peut-être une certaine classe sociale. Parce que je ne savais même pas en 2014 que je ne serais pas intégré. Moi, je savais que je suis en fac de médecine. Je suis intégré, ma vie est tracée, mon chemin est tracé, je n'ai besoin de rien. Mais ce qui m'a fait me convertir, me repentir, venir à Dieu, c'est que je savais que sans ça, la colère de Dieu demeure sur moi. Sans ça, la colère de Dieu demeure sur moi et j'irai en enfer. Voilà ce qui m'a fait me dire, il faut que je me repente et que je m'accroche en fait à Dieu. Il faut que le sang de Christ me lave. Et c'est pour ça que je me suis converti. Et c'est là en fait que je veux en fait que notre cœur soit dans toute la vie ici. D'abord être sauvé, être lavé par le sang de Christ, naître de nouveau. Et donc par la suite, si Dieu me bénit encore, tant mieux. S'il ne me bénit pas avec une sorte d'opulence dans cette vie-ci, on s'en fout, je suis sauvé. Mais la chose qui est aussi bien, c'est que la Bible dit que le juste en fait ne peut jamais manquer de... Il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'est dans les proverbes, que je n'ai jamais vu le juste en fait manquer de pain. Donc l'autre chose, c'est que si tu auras tout le minimum, le manger et le boire, voilà ce qui te suffit. Et Dieu va toujours pouvoir ça pour ses enfants. Voilà, c'est ce, je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais voilà la providence de Dieu. J'espère que ce témoignage va être une sorte d'encouragement pour toi à davantage chercher Dieu. Si tu ne connais pas encore vraiment, la Bible dit que le salut c'est par la foi en Jésus-Christ. Si on se répand, personne n'est bon. Parce que moi, une fois de plus, je n'étais pas quelqu'un de mauvaise morale quand j'étais à la fac avant de me convertir. J'étais quelqu'un de plutôt de bonne morale. Mais j'ai compris que peu importe à quel point tu es moralement bon, tu es intelligent, tu es tout ça, machin truc. Pour Dieu, en fait, ça ne vaut pas grand-chose parce que nous sommes des pécheurs et on a besoin d'être totalement lavé de notre péché et d'être parfait pour se présenter devant Dieu sans mourir. Et donc, on a besoin, en fait, d'être en Christ parce que lui, il a porté le salut de nos péchés sur la croix. Il est mort et par sa mort, nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Donc, le salut, en fait, c'est par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres avant que personne ne se glorifie. C'est par la grâce de Dieu. Il faut se repentir et invoquer et croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous sauver. Et on sera sauvé. Voilà le plus important. Voilà mon message pour toi. Si par contre tu es déjà un chrétien, c'est justement pour te dire que tu as fait le bon choix. Il faut en fait apprendre maintenant à dépendre de Dieu. Et que devant les circonstances, tu ne cherches pas la solution dans les hommes. Comment partir voir telle personne, mais toujours demander en fait à Dieu de gérer. Et quand l'aide viendra de lui, même si ça vient par un homme, ce sera la bonne aide. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici la prochaine vidéo. Ciao.